Bon, je vais donner la parole à Laurent Pfister, qui n'aura pas de PowerPoint. Donc, Laurent Pfister est professeur de droit privé à Paris 2 Panthéon-Assas. Ses domaines de recherche sont l'histoire du droit public, et notamment l'histoire du droit des biens, du droit des contrats, du droit des affaires et l'histoire des codifications. Parmi ses ouvrages, je veux citer les livres qu'il a co-dirigés récemment, qui sont issus de colloques sur la construction du droit d'auteur et sur l'authenticité. Et il est aussi l'auteur, je l'ai lu à l'époque avec beaucoup d'admiration, d'une imposante thèse qu'il a soutenue en 1999, l'auteur propriétaire de son œuvre, la formation du droit d'auteur du XVIe siècle à la loi de 1957. Et j'ai vu sur Internet que la thèse de Laurent Pfister a été plagiée, ironie de l'histoire, par un juriste spécialiste du droit de la propriété littéraire. Voilà une forme étonnante d'hommage, ou un hommage rendu à Proudhon. Une forme de communisme intellectuel, voilà. Exactement, on va dire ça. À vous la parole. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur Mingé, de votre invitation à participer à ce colloque. C'est un très grand honneur et je vais donc vous parler du talent tel qu'il est saisi par le droit à travers un certain nombre donc, de sources du XIXe siècle. Alors, je sais qu'il y a une très belle séance qui a été consacrée à l'étymologie du terme, et vous me permettrez simplement de commencer par une toute simple définition qui est fournie par le dictionnaire de l'Académie française dans son édition de 1835. Le talent désigne, au sens figuré, un don de la nature, une disposition, une aptitude naturelle pour certaines choses. Le même dictionnaire précise encore que les gens à talent sont ceux qui professent bien certains arts, qui demandent du talent, tels que la peinture, la musique, les beaux-arts. C'est dire que le talent est plus précisément compris comme une aptitude remarquable, une capacité distinguée, disait Littré, dans le domaine intellectuel et artistique. Eh bien, ce sont ces éléments de définition qu'il faut retenir ici pour aborder le talent dans les sources juridiques françaises du XIXe siècle. Qu'entends je par sources juridiques, ce seront les lois et les travaux parlementaires, mais plus encore et surtout la doctrine juridique et la jurisprudence, les décisions donc des tribunaux. Alors pourquoi retenir cette définition commune de la langue française? Tout simplement parce qu'aucun dictionnaire de droit, aucune encyclopédie juridique au XIXe siècle, ni même aujourd'hui, ne propose une définition juridique du talent. Il n'y a pas une notion juridique du talent comme il y a une notion économique du talent. A priori, cela n'a rien d'étonnant. Après tout, le talent est une notion qui paraît effectivement étrangère à la sphère juridique. Mais à bien y réfléchir, on peut néanmoins s'en étonner quand on se souvient, et ça a été rappelé ce matin, que le mot talent figure dans l'un des textes juridiques les plus importants de l'histoire contemporaine, sinon le plus important, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L'article 6, il a été présenté là ce matin par Antoine Letely, l'article 6 de la Déclaration proclame l'égal accès des citoyens aux fonctions publiques, je cite, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent au pluriel. Les talents sont donc un critère, non pas d'inégalité, mais, dit le texte, de distinction entre les citoyens qui permet à certains d'entre eux d'accéder à la fonction publique. À partir de 1789, plusieurs systèmes sont établis pour évaluer les talents des candidats à la fonction publique. Le premier système est l'élection. Il en est ainsi sous la Révolution, et il est ainsi notamment pour les évêques et les curés. D'après le comité ecclésiastique de la Constituante, je cite, « L'élection des curés assure une récompense certaine aux vicaires qui se distingueront par leur talent. » Il en est de même dans un autre domaine que le professeur Mingé a évoqué dans son cours, l'élection dans les armées. Pour reprendre les termes d'un publiciste du XIXe siècle, les soldats savent distinguer le mérite et ne se décident que pour le talent et pour la vertu lorsqu'il s'agit d'élire leurs supérieurs. Un autre système d'évaluation du talent gagne du terrain au XIXe siècle, c'est le concours, on en a aussi parlé. En 1851, par exemple, le député Lavergne s'en fait l'avocat pour le recrutement dans les hospices.
Seul le talent, écrit-il, dit-il lors des débats parlementaires, seul le talent peut déterminer le recrutement d'un médecin. Et il n'y a pas d'autre manière de reconnaître le talent d'un médecin que le concours lui-même. Cela étant, l'évaluation du talent par le concours est discutée au cours du XIXe siècle. Édouard Laboulé, qui est un éminent juriste qui a beaucoup écrit sur le recrutement dans les facultés de droit, Édouard Laboulé considère, par exemple, que le concours n'offre qu'une présomption de talent et qu'il est préférable de se fier au talent éprouvé, c'est-à-dire à celui qui procède de l'expérience et qui est déjà reconnu par le public, par les étudiants. Il reste néanmoins qu'à partir de la fin du XIXe siècle, et plus encore au siècle suivant, le concours s'impose comme le mode d'accès à la fonction publique, comme le mode d'évaluation des talents, des vertus, de la capacité. Et il faut bien reconnaître que dans ces sources relatives à l'accès à la fonction publique, le talent n'est jamais vraiment défini, il est très souvent confondu avec le mérite, la capacité, avec l'expérience également. Il y a un autre domaine juridique au XIXe siècle où le talent est très souvent mentionné, c'est l'ensemble des règles qui concernent les artistes. Les artistes sont ceux que le dictionnaire de l'Académie française présente comme les gens à talent. Ils jouissent d'une aptitude remarquable qui, a priori, les distingue des autres hommes. Leur talent, ils l'exercent par la création d'œuvres, ils l'exercent par l'interprétation des œuvres d'autrui. La création d'œuvres peut donner naissance à une propriété qu'on appelle la propriété intellectuelle, la propriété littéraire artistique ou encore le droit d'auteur. Quant à l'interprétation des œuvres, elle donne lieu à des contrats entre les interprètes, les acteurs, les comédiens, les musiciens et les entrepreneurs de spectacles. Il convient alors de se demander dans quelle mesure le talent des créateurs, le talent des acteurs exerce une influence sur la propriété, sur l'acquisition de la propriété, sur le contrat, sur sa conclusion. L'incidence du talent artistique sur le droit est réelle. Mais ce qu'il importe de souligner d'emblée, c'est que cette incidence fait l'objet de discussions, voire de contestations au XIXe siècle. Plusieurs considérations alimentent ces discussions. L'une d'elles est ce que l'on pourrait appeler l'autonomie du champ juridique, qui en réalité traduit l'interdiction de l'arbitraire judiciaire. Le juge doit se garder de prononcer des jugements de valeur. Il doit se fonder sur la loi et seulement sur la loi. Par conséquent, ne risque-t-il pas de succomber à l'arbitraire en se prononçant sur le talent artistique ? Deux autres considérations viennent aussi mettre en doute l'incidence du talent artistique dans la sphère juridique. Elles vont toutes les deux dans le sens de ce qu'on pourrait appeler un nivellement des activités humaines. La première considération est due à l'influence de la pensée économique libérale sur la doctrine juridique. Nombre de juristes au XIXe siècle, pas tous, je vais vous montrer, mais nombre de juristes du XIXe siècle estiment que le talent des créateurs et des acteurs participe à la production comme tout autre travail. Le talent est une valeur négociable, comme tout autre produit de l'industrie. Dans ces conditions, faut-il accorder au talent un traitement particulier en droit ? Ne doit-il pas être soumis au même traitement que tout autre travail ? C'est à ces mêmes questions que mène aussi la conception de la loi. La loi est générale et impersonnelle, du moins doit-elle l'être. Elle doit assurer une égale protection de tous et de toute activité. Par conséquent, l'aptitude distinguée de tel acteur, de tel créateur, justifie-t-elle un traitement, un régime particulier ? En simplifiant, on pourrait dire, pour résumer ces propos, que la place du talent artistique dans le droit du XIXe siècle est étroitement liée à l'essor d'un régime qui, économiquement, est capitaliste et politiquement démocratique. Plus en détail, ce qui ressort des sources juridiques et des discussions, c'est que le talent de l'acteur est davantage et plus aisément pris en compte que celui de l'auteur. En effet, le talent de l'acteur est au cœur même du contrat qu'il signe avec l'entrepreneur de spectacle. En revanche,
l'incidence du talent de l'auteur sur l'acquisition de la propriété de son œuvre fait l'objet de positions divergentes, contrastées au cours du XIXe siècle. Le talent donc de l'acteur, objet même du contrat, et je verrai dans un second temps la question du talent de l'auteur. Au XIXe siècle, le contrat qui lie l'acteur à un entrepreneur de spectacle, alors l'acteur ça peut être le comédien, le musicien, l'interprète d'une façon générale, ce contrat est appelé de manière générique le contrat d'engagement théâtral. Il a pour objet, dit la littérature juridique, un acte par lequel l'acteur attribue au directeur de théâtre la jouissance exclusive de son talent dramatique. Aujourd'hui, ce contrat est régi par le Code du travail. Il est présumé donc être un contrat de travail avec tout ce que cela suppose de subordination. Or, au XIXe siècle, il n'existe pas de contrat de travail. Les relations de travail sont soumises au Code civil, au droit commun et plus précisément à un contrat qu'on appelle le louage d'industrie et de services. Et l'une des questions majeures qui se posent au XIXe siècle est de savoir si l'engagement théâtral est ou non un louage de services et d'industrie. Il s'agit là d'une question de qualification contractuelle, technique sans doute, mais qui en ajoute et comporte en réalité une autre. Le talent artistique distingue-t-il la prestation de l'acteur de tout autre travail? La doctrine, dans son ensemble, répond favorablement dans le cadre d'une importante controverse que je vais présenter dans un premier temps. Le talent de l'acteur a aussi une autre incidence sur le contrat. Le talent de l'acteur est soumis à une appréciation, celle du public, une appréciation qui peut remettre en cause la conclusion même du contrat. Autrement dit, le public participe presque à la conclusion de ce contrat entre l'entrepreneur et l'acteur. D'abord, le contrat d'engagement théâtral est-il ou non un louage de services et d'industrie? Un certain nombre de juristes rejettent cette qualification précisément parce que le contrat a pour objet le talent de l'acteur. D'autres, au contraire, y sont favorables, mais ils soulignent en même temps la spécificité de la prestation de l'acteur, toujours en raison du talent. C'est dire que de part et d'autre de la doctrine, le talent est compris comme une qualité distinctive de l'acteur, une aptitude qui distingue sa prestation artistique d'autres types de travaux. On pourrait s'arrêter là, se contenter de cette conclusion. En réalité, la controverse présente d'autres intérêts. Elle a le mérite de mettre en évidence la place que les juristes accordent au talent dans la taxinomie des activités humaines. Ceux qui refusent la qualification de louage de service le font au nom d'une distinction antique entre activité libérale et activité mécanique. Suivant une tradition qui remonte à Rome, seules les activités mécaniques peuvent faire l'objet d'un louage. Les activités libérales y échappent. Elles consistent en des bienfaits qui sont donnés gratuitement à la société. Les soumettre à un contrat de louage qui est rémunéré, qui est payé, ce serait les dégrader. Elles donnent lieu, ces activités libérales, à un contrat particulier innommé. Et si rémunération il y a, elle n'est jamais que la manifestation de l'estime, de la gratitude, mais jamais un salaire. Parmi les activités libérales figurent à Rome les médecins, les avocats, les rhéteurs. Au XIXe siècle, de nombreux juristes, et parmi eux notamment Trollon, qui fut le président de la Cour de cassation à partir de 1852, de nombreux juristes plaident pour le maintien de cette distinction entre travaux mécaniques et activités libérales. Une distinction qui n'est en fait qu'une hiérarchie. Ces juristes disent combattre l'invasion du matérialisme, la tentation de vouloir tout rapporter à la production économique, à l'intérêt, aux valeurs d'échange. Ils considèrent que l'égalité des hommes n'empêche pas l'inégalité des activités humaines, que les activités libérales sont supérieures aux travaux manuels, qu'elles sont guidées par le dévouement et la générosité, qu'elles ont un caractère inestimable et ne peuvent donner lieu à un salaire, mais seulement à des honoraires. Parmi les juristes qui défendent cette thèse, certains estiment que l'acteur exerce une activité libérale, un art libéral, au même titre que l'avocat et le médecin. Il s'agit là assurément d'une promotion sociale et juridique des acteurs, lorsqu'on se souvient que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les acteurs étaient tenus pour des infâmes.
Au XIXe siècle, cette promotion est fondée sur le talent, sur cette nature particulière de l'activité du créateur. Son talent le distingue de ceux qui n'exécutent que des travaux manuels, disent les juristes. Son talent ne saurait être rangé, ajoute-t-il, parmi les travaux d'ordre inférieur soumis au louage. La prestation de l'acteur est d'ordre intellectuel. Elle suppose de longues études et une dépense d'intelligence. L'acteur fait œuvre à la fois de science et de talent. La nature libérale de son activité tient aussi à la liberté de l'acteur. Pour ces juristes, l'acteur n'est pas subordonné au directeur de théâtre. Il ne suit que ses aspirations et son goût. Il exerce librement son talent. C'est pourquoi le contrat qui le lie à l'entrepreneur de spectacle ne peut pas être un louage de services et d'industrie. Il s'agit d'un contrat innommé au même titre que ceux conclus par les professions libérales. À l'appui de cette thèse, les juristes, ceux qui n'ont pas fait, auraient pu alléguer le fait que les acteurs sont exempts de la patente, comme le sont les médecins, avocats et architectes. Cela étant, la majorité de la doctrine du XIXe siècle voit dans le contrat d'engagement théâtral un véritable louage. La définition du Code civil lui sied parfaitement. Le louage est défini comme un contrat, je cite, par lequel une partie s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Mais de quel type de louage s'agit-il? S'agit-il du même type de louage que ceux qui sont conclus par les ouvriers et leurs patrons, les domestiques et leurs maîtres? Là encore, il y a controverse. Certains, comme Vivien et Blanc dans leur Code des théâtres en 1830, estiment que l'engagement de l'acteur peut être pleinement assimilé au louage de travail des ouvriers et des domestiques. Pour ces juristes, les acteurs qui engagent leur talent dans les entreprises de spectacle font ce que font les ouvriers dans les manufactures. Et les rapports du directeur avec l'acteur sont, je cite, ceux du maître au serviteur. Cependant, la plupart des juristes contestent cette assimilation de l'acteur à l'ouvrier. Ce que l'acteur loue au directeur, ça n'est pas un travail quelconque, c'est son talent, son art. Le contrat qui lie l'acteur au directeur est une location de talent, un louage de talent. Or, le talent, disent-ils, est une prestation plus élevée que les travaux manuels et matériels qu'exécutent les ouvriers. Par conséquent, il n'est pas possible d'assimiler l'acteur à l'ouvrier. De surcroît, certains juristes soulignent que les acteurs ne sont pas subordonnés à leurs employeurs comme le sont les ouvriers. Ils bénéficient d'une certaine indépendance. Ainsi, l'interprète devrait pouvoir refuser un rôle au-dessous de son talent, sans quoi cela diminuerait sa valeur artistique aux yeux du public. Pour toutes ces raisons, l'engagement théâtral est tenu donc par la majorité des juristes du XIXe siècle pour un louage de service, certes, mais un louage d'une nature spéciale. C'est un louage sui generis, c'est un louage sui generis parce qu'il porte sur le talent de l'acteur. À l'appui de cette thèse, les auteurs auraient pu signaler que les acteurs sont exemptés du livret ouvrier applicable au monde ouvrier au XIXe siècle. Toujours est-il que c'est bien cette thèse qui a été consacrée par la jurisprudence au XIXe siècle, notamment par la Cour de cassation. Cette controverse doctrinale montre bien qu'aux yeux de la majorité des juristes, le talent artistique élève l'acteur, sinon au rang d'une activité libérale, en tout cas permet de le distinguer du monde ouvrier, d'un certain nombre de travaux manuels. Si le contrat d'engagement théâtral a pour objet le talent, la conclusion du contrat ne dépend pas seulement du choix de l'entrepreneur. La conclusion du contrat dépend aussi de l'appréciation du talent par le public. Le public, en effet, est appelé à exprimer son opinion sur le talent de l'acteur, et ce faisant, il est appelé à confirmer ou à infirmer l'engagement même de l'acteur par l'entrepreneur. C'est un mécanisme propre au monde du spectacle, c'est ce qu'on appelle l'épreuve des débuts. Le talent de l'acteur choisi par l'entrepreneur est jugé à l'occasion d'une ou de plusieurs représentations. Si le résultat est favorable, l'acteur est confirmé dans son engagement. Si le résultat est défavorable, on dit que l'acteur succombe à ses débuts. Et dans ce dernier cas, le contrat est nul ou résilié de plein droit. Les juristes du XIXe siècle parlent à ce sujet d'une sanction du talent artistique par le public, d'une censure du public. Le public, disent-ils,
est appelé à décider comme un juge souverain. Il s'agit, encore dans un vocabulaire juridique, d'un appel interjeté par l'entrepreneur devant le public souverain. Les juristes justifient cet usage particulier par le fait que le directeur ne connaît pas toujours d'une manière certaine, je cite, la capacité de l'acteur. Mais cela se justifie surtout par une préoccupation commerciale, le succès commercial du spectacle. L'épreuve des débuts repose sur des modalités diverses et variées. L'épreuve varie selon l'acteur. Lorsque l'acteur se produit pour la première fois, son talent est jugé à l'occasion de 3 représentations. En revanche, si l'acteur n'est pas un novice, il fait une seule apparition qu'on appelle sa rentrée. Et dans ce cas-là, il s'agit seulement de confirmer un talent qui a déjà fait ses preuves, en tout cas qui est censé avoir déjà fait ses preuves. Les débuts sont considérés comme un usage obligatoire dans le monde des spectacles au XIXe siècle en France, mais les parties peuvent l'exclure et considérer en réalité que l'acteur ne sera pas soumis à l'épreuve des débuts. C'est le cadre dans lequel le directeur fait pleinement confiance au talent de l'artiste, ou alors, et cela arrive, lorsque le directeur de spectacle soumet le talent de l'acteur à l'expertise d'un tiers. Ça se fait notamment en matière de chant. Le mode d'évaluation du talent artistique varie aussi là selon les temps et les lieux. Au début du XIXe siècle, l'évaluation du talent est très sommaire. Elle se fait selon les sifflets et les applaudissements du public. En fonction du volume sonore, on considère que l'acteur a réussi ou succombé à ses talents. La décision peut aussi prendre la forme d'un scrutin. C'est le cas à Rouen, à Orléans et à Nantes. Et dans ce cas-là, le talent artistique est soumis à la procédure démocratique par excellence, le suffrage. À Paris, sans doute à partir des années 1860, le talent de l'artiste est soumis non plus à l'appréciation du public, mais à l'appréciation de la presse. Si le lendemain de la Générale, l'acteur obtient une bonne presse, de bonnes critiques, il est confirmé dans son emploi. Le résultat des débuts peut faire l'objet de contestations entre l'acteur et le directeur. Et c'est alors aux tribunaux de se prononcer sur le résultat de l'épreuve. Il leur est recommandé de ne prendre en compte que le résultat de la 3e représentation, car c'est à ce moment-là que l'acteur, dit-on, donne la pleine mesure de son talent. Les tribunaux peuvent aussi être amenés à juger la sanction du talent par la presse. Et ils le font lorsque les acteurs attaquent pour diffamation des critiques, ce qui arrive au XIXe siècle, encore aujourd'hui. Les tribunaux tiennent pour licite la critique du talent par la presse, l'examen critique du jeu de l'acteur, à condition que cette critique soit faite sans intention de dénigrement à l'égard de la personne de l'acteur. Alors, il importe de noter que les tribunaux ici se prononcent sur la sanction publique du talent, mais ils ne se prononcent pas sur le talent de l'acteur. En revanche, l'appréciation judiciaire du talent artistique est plus fréquente lorsqu'il s'agit des auteurs et de leurs propriétés, mais elle est aussi beaucoup plus contestée, d'où cette question: le talent de l'auteur est-il ou non une source de propriété? J'en viens donc au second point de ma présentation. Alors, quels sont les termes du débat? Au XIXe siècle, 2 lois protègent la propriété des auteurs, des écrivains, des compositeurs. Il s'agit d'une loi de 1791 en matière de théâtre et d'une loi de 1793 en matière de reproduction des œuvres. Aucune de ces lois ne définit de manière générale et abstraite l'œuvre qui est protégée. Aucune de ces lois ne fixe de critères de protection. Tout au plus, la loi de 1793 fait mention de manière incidente aux productions des beaux-arts et du génie. C'est très intéressant, mais c'est une mention incidente. Et dans ces conditions, c'est aux tribunaux et à la doctrine qu'est revenue la tâche d'élaborer une définition juridique de l'œuvre, de fixer les critères de protection des prétendus auteurs. Le talent en fait-il partie? À cette question, il n'y a pas de réponse univoque au XIXe siècle. D'un côté, un certain nombre de décisions judiciaires se fondent sur le talent du créateur pour reconnaître à ce dernier la propriété de son œuvre. Mais dans le même temps, cette valeur accordée au talent, et plus généralement au mérite, est contestée, et c'est cette opinion qui finira par l'emporter en législation au début du XXe siècle. D'un côté, donc, certains juges font du talent l'une des conditions de la propriété littéraire et artistique. Cela étant, le talent est loin d'être compris de manière
uniforme dans les multiples décisions du XIXe siècle. Le plus souvent, on pourrait dire que le talent de l'auteur est compris comme un élément déterminant du processus créatif. Le don du créateur, l'aptitude du créateur, se projette dans la chose qu'il crée. Le talent, c'est l'aptitude particulière par laquelle le créateur parvient à conférer une originalité à l'œuvre. L'originalité devient, à partir de la fin du XIXe siècle, la condition de protection par excellence. Le talent et l'originalité sont, dans le langage juridique, étroitement associés. Et ils le sont notamment à propos d'œuvres que les lois révolutionnaires n'avaient pas envisagées, dont les lois révolutionnaires n'avaient pas envisagé la protection. Quelles œuvres? D'abord, la sculpture. S'agissant de la sculpture, le talent est souvent pris en compte par les tribunaux pour reconnaître une propriété à l'artiste. Ainsi, par un arrêt de 1841, la Cour de Paris a jugé, je cite, que la réduction d'une statue par un artiste est une création qui porte l'empreinte de son talent et qui reçoit de sa main un caractère d'originalité suffisant pour constituer à son profit une propriété particulière. Quelques années plus tard, des juges du fond refusent la qualité d'œuvre de l'esprit à une statue parce qu'elle représente la Vierge. La Vierge est un sujet banal, il n'y a pas de place pour l'originalité et le talent. La Cour de cassation casse cette décision en 1857 en affirmant, je cite, que la fidélité à un sujet banal n'en laisse pas moins place au talent de l'artiste qui lui permet de créer une œuvre marquée d'un caractère spécial. Le talent, ce don de l'artiste, est ce qui lui permet d'ajouter quelque chose de personnel, de spécial, à un thème qui est banal, qui est commun et qui doit le rester pour pouvoir être exploité, utilisé par d'autres artistes. Autre mode d'expression qui va faire l'objet de beaucoup de mentions au talent, c'est la photographie. À partir des années 1860, les débats font rage dans les prétoires et hors des prétoires sur la question de savoir si la photographie est protégée par la propriété intellectuelle. La photographie doit-elle être protégée comme la peinture? Le photographe fait-il œuvre d'artiste? Dans un premier temps, les juges penchent plutôt pour la négative. Voilà par exemple ce que décide le tribunal civil de la Seine en 1863 à propos d'un portrait de Napoléon III par Disdéry. Je cite, « Les clichés ne sont que le résultat de procédés mécaniques, reproduisant servilement les objets matériels sans que le talent d'un artiste soit nécessaire pour les obtenir. En conséquence, le photographe ne peut prétendre à la propriété de sa réalisation. » Mais dans un second temps, les cours d'appel et finalement la Cour de cassation reconnaissent au photographe une propriété artistique. Elles considèrent d'une part que la préparation d'une photographie suppose du talent, suppose un travail de conception, et d'autre part et surtout que le talent, comme la conception du photographe, se reflète dans le résultat, nonobstant l'intervention d'une machine. Suivant plusieurs décisions que je résume, le photographe, par les choix qu'il fait, manifeste son habileté. Son œuvre porte l'empreinte de son talent, l'empreinte de sa personnalité. Elle est donc originale et doit par conséquent être protégée par la loi. Le talent est également pris en compte pour des œuvres autres que la sculpture et la photographie. Et dans une affaire de 1867, le tribunal de la Seine va jusqu'à juger que le talent d'un peintre peut s'exercer sans qu'il n'exécute lui-même l'œuvre. En se bornant à la faire exécuter sous sa direction et à la signer, le peintre et dessinateur, un certain Laborde, y a marqué l'empreinte particulière de son talent, si bien qu'il doit en être considéré comme l'auteur et le propriétaire. Dans cette espèce, le talent semble bien résider dans une activité purement intellectuelle, une activité de direction. Et il arrive d'ailleurs que le talent soit associé avec la notion qui figure dans la loi de 1793, celle de génie. Ainsi, à propos d'un opéra, la Cour de Paris a jugé en 1855 que le génie et le talent du musicien ont été inspirés par l'auteur du poème et des paroles. Un génie inspiré par autrui, voilà une formule quelque peu contradictoire dans une décision de 1855. Il arrive aussi que les tribunaux reconnaissent du talent à ce que l'on pourrait considérer comme des auteurs sans génie. Deux exemples à ce sujet. En 1875, le tribunal de commerce de la Seine juge que les comptes rendus parlementaires sont des œuvres de l'esprit, où le talent de l'écrivain
peut jouer un rôle. Deuxième exemple, il concerne un éditeur juridique, cette fois-ci, qui est Dalloz, grand éditeur encore aujourd'hui. La Cour de Colmar juge en 1857 que le talent de l'éditeur a présidé à la composition d'un répertoire de 50 volumes, si bien qu'il peut en être considéré comme le propriétaire. Mais en même temps que se déploie toute cette jurisprudence tout au long du XIXe siècle, la valeur juridique accordée au talent artistique est contestée. La valeur juridique accordée au talent est contestée d'abord dans le cadre d'une critique générale et radicale de la propriété littéraire et artistique. Cette critique est le fait de plusieurs penseurs, au premier rang desquels figure Pierre-Joseph Proudhon, que le professeur Minger a évoqué ce matin. Suivant Proudhon, la propriété littéraire artistique est illégitime. C'est un monopole sur le savoir sans aucun fondement. Et l'un de ces arguments concerne le talent. Le talent, écrit-il dans Qu'est-ce que la propriété ? Le talent n'est pas un don de la nature, c'est une création de la société. C'est un capital accumulé par la société dont les artistes sont les dépositaires, un capital sur lequel ils ne peuvent donc pas prétendre à être propriétaires, avoir un droit de propriété, mais qu'ils ont, ajoute Proudhon, ils ont le devoir d'enrichir et de rendre à la société. Alors il est vrai que Lamartine a eu gain de cause contre Proudhon, mais cette critique de Proudhon a marqué durablement l'histoire de la propriété littéraire et artistique lorsqu'on pense encore au débat actuel sur la propriété, ce qu'on appelle la propriété numérique. De manière plus prosaïque, le talent artistique n'est pas toujours reconnu par la jurisprudence comme une source de création et de propriété, loin s'en faut. Il a été ainsi jugé que le talent d'un copiste n'empêche pas le copiste d'être contrefacteur d'une œuvre originale. C'est par exemple ce qu'a décidé la Cour de Paris dans un arrêt de 1843 à propos d'une reproduction sur un tapis d'un tableau de Vernet. Enfin, et surtout, pour une majeure partie de la doctrine spécialisée en propriété intellectuelle et pour certains tribunaux, le droit ne doit pas prendre en considération le talent et le mérite de l'auteur. Le droit, disent-ils, doit protéger la création intellectuelle, abstraction faite de son mérite et du talent de la personne, dit Ambroise Rendu en 1855, quel que soit le talent de l'artiste, ajoute Édouard Calmels dans les mêmes années. Par cette opinion, la doctrine cherche en réalité à étendre la propriété littéraire artistique aux arts dits industriels. Elle plaide en somme pour un nivellement des arts. Et c'est le principe aussi que formule le tribunal du Havre en 1869. La loi protège également tous les ouvrages d'art sans distinction de leur importance, de leur génie ou de leur mérite. Plusieurs arguments sont avancés à l'appui de cette règle, de cette opinion. Le premier argument est le refus de l'arbitraire judiciaire. Eugène Pouillet, qui est sans doute l'un des plus grands spécialistes de propriété intellectuelle au XIXe siècle, dit la chose suivante. Se prononcer sur le talent, c'est imposer une esthétique légale. C'est énoncer un jugement de valeur esthétique qui n'est pas du ressort du droit. Comment admettre, ajoute Pouillet, que les tribunaux se transforment en académie, se prononcent sur le mérite des œuvres? L'appréciation est et sera toujours subjective et donc source d'arbitraire. Le deuxième argument est d'ordre politique. Protéger les œuvres du talent à l'exclusion de celles des industries, c'est perpétuer le système inégalitaire et hiérarchique de l'Ancien Régime. Et c'est ce que dit aussi le tribunal de Nancy en 1896. Je cite, « Rien n'autorise à imprimer à la loi de 1793 un cachet d'aristocratie, en supposant que c'est seulement à partir d'un certain niveau qu'elle a voulu protéger la production de l'esprit. Les manifestations les plus humbles de l'art relèvent aussi de son empire. » Troisième argument, il est d'ordre économique. Ne pas protéger les arts industriels parce qu'ils seraient prétendument sans talent, sans génie, ce serait les exposer aux contrefaçons étrangères et mettre en péril l'un des fleurons de l'économie française. Enfin, la majorité des juristes considèrent que la création n'est pas l'apanage de quelques-uns, mais qu'elle peut être le lot de beaucoup, et notamment des industriels. Or, le principe est que la loi protège également toute création de l'esprit, nonobstant le talent de la personne, le mérite de la création. Ces arguments finissent par l'emporter. La loi du 11 mars 1902
consacre le principe de l'unité de l'art en disposant que l'œuvre est protégée, quel que soit son mérite. Les seuls critères de protection sont alors l'existence d'un travail intellectuel et la création d'une forme originale. Dans une décision postérieure à la loi, le tribunal de la Seine rappelle ce principe. La loi du 11 mars 1902 permet au juge de reconnaître la personnalité d'une œuvre sans prendre en considération son mérite, ce qui revient à dire qu'il n'a pas à statuer sur le talent. Tel est le principe depuis 1902 et qui a conduit par exemple les tribunaux à reconnaître comme une œuvre de l'esprit un panier à salade, parfois jugé un peu vulgaire. Ce principe est-il respecté ? À lire certaines décisions, on peut en douter, car en mesurant l'originalité de l'œuvre, certains tribunaux continuent d'évaluer le talent qui a présidé à la création. Je vous remercie.